Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer avec vous ma lecture de L'Écornifleur de Jules Renard. Pendant ma lecture, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je reprends donc ma lecture au cœur du chapitre 25. Ainsi, ma vie de cœur est vieille d'une dizaine de nuits à prix fixe, et ma science de la femme se compose d'une courte étude sur mon goût excessif pour les petits chiens. Je suis vierge ou peu, sans faux, et je dirais de moi volontiers « c'est bon comme du neuf ». Je ris, chère madame. Je me dépêche de rire car vous êtes la première femme qui me fera pleurer. Si vous êtes sincère, je regretterai éternellement de vous avoir connue, dit madame Vernet. Pourquoi ? Votre vie était insipide ? Mettez-y le charme d'une torture. J'aime mon mari, monsieur. Plaisantez-vous, je parlais chien tout à l'heure. Vous aimez votre mari comme un gros chien. Cela ne me gêne pas. On n'est pas jaloux d'un gros chien. Vos insolences, l'étalage de ces sentiments vrais ou faux, l'habileté avec laquelle vous abusez de ma situation, me font en effet comprendre que votre réponse ici sera impossible. Et je devrais renoncer à une bonne amitié que je croyais réciproque. Ta. Si le gilet vaguement ouvert, je vous disais, madame, lisez dans mon cœur, il ne s'y passe rien que de pur. Ce que j'aime en vous, c'est la grandeur de votre intelligence, l'élévation de vos rêves et la hauteur de vos pensées. Vous me prendriez pour un architecte. Et si j'ajoutais, oui, fermez hermétiquement votre corps dans une boîte de fer, cachetez vos lèvres, mettez votre chair sous la clé. C'est de la matière, et je ne veux de vous que de l'esprit. Vous me traiteriez de béjaune en murmurant « Je ne suis pourtant pas si déjetée ». Et vous auriez raison, car vous êtes une admirable femme, et je veux tout ou rien. Inhabile à caresser une femme vêtue, je tire machinalement une boucle de ses cheveux. Elle fait un geste de la main, comme pour écarter une mouche. « Ah, vous m'avez fait peur. Vous voyez bien. Pourquoi ne se lève-t-elle pas? Attend-elle que je m'en aille le premier? Je n'ai plus rien à dire et je reste dans le doute pénible qui suit les examens. Quel malheur, vous qui êtes si douée. Je devine qu'elle exagère. Elle me voit perdue si elle résiste, indifférent à la gloire et laissant la fleur de mon beau talent mourir dans un verre vide. Si elle succombe au contraire, quel ennui. Elle imagine une vie de mensonges, des alertes, des taches de sang même. Je ne peux pourtant pas lui dire que l'amour le plus dru marche 6 mois à peine, qu'on s'habitue à l'adultère, qu'on peut avoir avec l'envie de se venger la peur des armes à feu, et qu'un malheur prévu n'arrive jamais. Tous les partis l'effraient. Si je m'en vais, il refera brumeux autour d'elle. Si je reste, elle devra accepter les conséquences de mon voisinage. Pourquoi faut-il que vous m'ayez rencontré ? Que faire ? Que faites ? Me voilà jolie. J'étais tranquille, je travaillais en me disant « Si j'ai quelque talent, le monde finira par s'en apercevoir. » D'abord, vous ne m'avez pas troublée. Je pensais. Oui, sans flatterie, c'est une femme supérieure. Qu'elle m'accorde une affection de camarade. Je la consulterai sur mes projets, et plus tard, quand mon nom sonnera gentiment, comme une clochette neuve, je lui tournerai sans cesse la tête vers elle pour lui demander conseil. Et elle me dira « Allez, mais allez donc !» avec un bon sourire. Mon pauvre enfant, croyez en une femme qui a presque le double de votre âge. Votre cœur vous jouera de vilains tours. Et avec brusquerie, elle m'a embrassée, sur la joue, en sœur. Mon émotion me venait de mes paroles. Étreignant les poignets de madame Vernet, « Aime-moi, Blanche !» lui criai-je. « Je t'en supplie, aime-moi !» Elle se leva droite, cambrée, et seulement de la tête me fait signe que non. La blancheur de son cou tentait mes dents. Ses yeux troubles s'avançaient sur moi comme des yeux morts photographiés. Je lui soufflai encore, mes doigts à ses épaules. « Aime-moi !» dit, « aime-moi !» Mais elle me parut une ennemie en garde, impénétrable. L'attraction de mon âme ne déterminait pas la sienne. Dressé sur la pointe des pieds, le corps détendu, pareil à un animal, qu'on veut noyer et qui s'accroche au rivage, la langue lapante pousse des soupirs.
Je fis un vain effort pour absorber cette femme, et je ne baisai que du vent. Mes bras se détachèrent et retombèrent comme un linge mouillé. Elle traversa la butte sans se hâter et descendit l'escalier de planches qui gémit comme un ivrogne couché qu'on dérange. Elle s'éloigna, étonnamment grandie, souveraine de mon être en suspense. Elle disparut. 26. Je reste. La sécurité de mon parasitisme est compromise. J'ai dispersé les plumes de mon nid douillet, il va falloir déguerpir. Mais je ne regrette pas que Madame Vernet, je regrette ce bien-être, cet état d'esprit où je me sentais chez moi, cette aisance des gestes et de la parole, ces chatteries à ma vanité, cette admiration crédule que je savourais. La bouche en suçoir. Je regrette les causeries sentimentales où ma personnalité, comme un ventre plein, prenait des pauses libres, où je me communiquais en manches de chemise. Plus que la nourriture du corps, je regrette les éloges point ironiques, les exclamations, les signes d'assentiment. Les vrais, on peut dire que vous en avez, vous, du talent. Je regrette les prédilections qui mettaient à l'avenir mes pieds, comme un tapis. Je fais ma malle, je déplace mes 3 paires de chaussettes, un caleçon aux mains que je ne décide pas à caser. Je souris à mes souvenirs. Je traîne de temps en temps ma malle sur le plancher afin que Madame Vernet devine mon projet de départ et au moyen d'un cri d'angoisse s'y oppose. Je la ferme avec bruit, m'assis sur le couvercle et regarde les filets qui pendent au mur. Les lignes roulées sur leur cadre de bois, les lampions qui servent à tous les 14 juillet, les drapeaux chiffonnés qu'on a jetés dans un coin comme après une bataille pour rire. C'est bien de ma faute si ce qui arrive arrive. Je paie ma butorderie. Je partirai, mais des lâchetés attendent ma résolution au passage. Madame Vernet ne m'a pas formellement donné congé. Je peux lui tendre la main sans avoir l'air de rien. Elle oublierait certaines injures et ne se rappellerait que les plus flatteuses. Si elle hésitait, je lui dirais « Montrez que vous êtes une femme d'esprit. En suis-je à une humiliation près ? Quand une femme vous donne un soufflet, on attrape son bras au vol et on le tord jusqu'à ce qu'elle reconnaisse qu'elle voulait caresser. » Ainsi, je faisais le compte de mes chances de disgrâce, rouvrant ma malle pour la refermer, oubliant cette fois une chemise et cette autre, tout un compartiment. Je préparerai ma réponse à cette question. Qu'est-ce que vous avez remué toute la nuit ? J'ai fait ma malle. Je laisserai tomber ce magique. J'ai fait ma malle sans chercher à produire un effet, sans tristesse d'apparat. Pouvais-je prévoir que Madame Vernet trouverait un mot d'esprit et de cœur, un mot dont la saveur se répandrait en moi et que je goûterais comme un fondant ? Pouvais-je espérer qu'elle me dirait innocente et subtile ? Restez pour mon mari. 27. Je rends des services. Nous attendons à la gare, Monsieur Vernet et la nièce. Le petit train, pareil à ceux qui tournent aux fêtes des banlieues, siffle de joie, fier d'effaroucher des poulains qu'il couperait comme vent. Des têtes se montrent, un mouchoir s'agite. Madame Vernet, regardez sa bonne figure. J'aperçois la bonne figure. Un bœuf est monté en seconde. Le petit train s'avance avec ses précautions, s'étend, ses reculs, mais on ne le prend pas au sérieux. Et les 4 ou 5 voyageurs sont descendus, tirent leur paquet, qu'ils remuent encore. Ils poussent des cris aigus, comme un maître d'école qui ne parvient pas à dominer sa classe. Pendant que la famille s'embrasse, je me tiens à l'écart et je me demanderai à Monsieur Vernet sa couverture de voyage pour me donner l'air d'être aussi, moi de la famille. Je trouve les effusions de mauvais goût et je crierai « Je suis là. Il y a quelqu'un qui vous regarde. Contenez-vous. » Madame Vernet a une crise. Quand elle embrasse Mademoiselle Marguerite, elle dit « Oh, ma grande fille !» Pleure, pâlit, se trouve mal. Monsieur Vernet l'a conduit au cabinet du chef de gare, si j'ose m'exprimer ainsi. Elle s'assit. Cela va mieux. C'est les nerfs, me dit Monsieur Vernet qui lui tient la main. Il lui passe sur les tempes un mouchoir grisaillé, un mouchoir qui a fait un long voyage.
Je réponds. Oui, c'est les nerfs. Ce ne sera rien. Toute l'administration du chemin de fer est rangée autour de nous, compatissante. Chacun pense, comme moi, que cela ne peut pas être grand-chose. Mademoiselle Marguerite, un sac de cuir rouge sur le ventre, dit par intervalles égaux. « Comment vous portez-vous, ma tante ?» L'effet qu'elle a produit sur sa tante l'a d'abord étonnée, et une grosse envie de pleurer, contenue, lui gonfle les lèvres, bouffie les joues. Les yeux vont disparaître. Madame Vernet reprend ses sens un à un, y compris le sens du ridicule, qui plus que les autres lui a fait défaut. J'interroge mademoiselle Marguerite. « C'est la première fois que vous venez à la mer ?»« Oh oui, monsieur. » Elle se met à rire. « Êtes-vous contente de voir la mer ?»« Ah oui, oui, monsieur. » Elle se remet à rire. Je me tourne vers monsieur Vernet. « Avez-vous fait un bon voyage ? Vous savez, du moment que le train ne déraille pas, je fais toujours un bon voyage. » Si on me répond bêtement, c'est peut-être parce que je questionne bêtement. Madame Vernet remise, nous partons. Est-ce sot de pleurer ainsi sans savoir pourquoi ? Si on savait pourquoi, ce serait encore plus sot. Elle prend le bras de monsieur Vernet. Mademoiselle Marguerite marche à côté d'eux, et moi, je suis derrière, comme quelqu'un de la maison qui attend qu'on lui remette le bulletin de bagages. On part pour me donner une contenance. J'explique la mer à mademoiselle Marguerite. Je dis, voilà un bateau, voilà un marin. Elle répond, oui, monsieur. Oui, monsieur. Et quand elle ne se surveille pas, oui, monsieur, en riant toujours sans malice. Tous trois montent aux chambres afin de s'embrasser, à l'aise et de faire un peu de toilette. Je me promène dans le jardin, je donne des indications à la bonne pour le dîner, pour distribuer les places et je tire un seau d'eau. Je voudrais plier les serviettes, mettre les chaises, enfin montrer que je ne suis pas tout à fait une bouche inutile. Je me sens si isolée, si peu invitée que je m'efforce de dire à la bonne des choses familières qui me gagnent la considération et la sympathie de cette brave femme. Je n'ai jamais été plus chez les autres que maintenant. 28. À table. Madame Vernet, comment la trouvez-vous ? Oh, les jeunes filles, dit Henri. Je hoche la tête et fais la moue. Madame Vernet est gaie et je ne lis dans ses yeux ni défi, ni promesse. N'est-ce pas qu'on est bien ici ? Ah, je te crois, dit monsieur Vernet. Il a un complet de molleton bleu. Les jeunes filles regardent les assiettes. Elles sont à fleurs et à légende. L'humilié est à fleurs. La suspension est à la commode. Les murs sont peints en bleu tendre. Sur la commode, on voit 3 globes de verre. Celui du milieu recouvre la couronne de mariée de Madame Cruz. Les 2 autres globes emprisonnent des fruits. Sur la cheminée, on voit encore 3 globes de verre. Celui du milieu recouvre la Sainte Vierge et le petit Jésus. Jésus a perdu sa tête, mais la Sainte Vierge a sur la sienne une pomme d'or, et elle se tient raide. De peur de laisser tomber, comme si elle attendait la flèche de Guillaume Tell. Les 2 autres globes emprisonnent des fruits. Aux 2 bouts de la cheminée, 2 chiens indescriptibles sont assis sur leur derrière de porcelaine. Dans des cadres dorés pendant des mers, des vaisseaux, des ports, des tempêtes. Devant moi, une glace reflète la manière dont je mange. J'y mire mes gestes, mes bouchées, la propreté de mes moustaches et la distinction de ma main. Quand je bois, le petit doigt en l'air. Monsieur Vernet, cherchez-moi des œufs comme cela à Paris. Voilà un poisson qui n'a pas été conservé 8 jours dans la glace. Arrivés depuis 1 heure, ils se sont déjà mieux. Ils trouvent la soupe bien trempée comme de l'acier. Ils tapent fortement sur la large poitrine. L'air de la mer nourrit, avec beaucoup de viande autour, car nous mangeons magnifiquement. Nous ne nous arrêtons que pour compter la mangeaille avalée. Madame Vernet, comme un voyageur se retourne et regarde le chemin parcouru. Elle s'affecte un goût, jusque-là contrarié pour la nourriture simple. Elle laisse le vin aux gens des villes et veut boire du cidre. Ses lèvres se resserrent.
Feuille de sensitive. Sourit-elle? Grimace-t-elle? Elle aime le pain de ménage, dur, noirâtre au moins, les couteaux qui ne coupent pas, les vers sans pied. Elle souhaite des chutes d'insectes dans les plats. À la guerre comme à la guerre, dit M. Vernet. Tous, nous éprouvons le besoin de mettre en harmonie nos impressions et les choses. M. Vernet se lève, va à la fenêtre, fait un grand geste de bras, puise de l'air, le boit à pleine gorge. Il était temps. Il étouffait dans l'atmosphère viciée qui appauvrit le sang des citadins. Les poumons gonflés, il se remet à manger. Je suis encore vaguement triste, mais après avoir fait quelques mots d'esprit qui égaient la société, je reprends conscience de moi-même. Monsieur Vernet, vous êtes engraissé depuis que vous êtes là. La mère vous a refait le coffre. Seulement, il faut manger. Il me remplit mon assiette. En silence, nous luttons à coups de mâchoire. Madame Vernet répète qu'elle adore le pain dur. Monsieur Vernet lui passe toutes ses croûtes. Mademoiselle Marguerite ajoute les siennes et j'offre timidement les miennes. Cela devient un jeu. Je me bourre de mie afin qu'elle ne manque pas de croûte et je paierai d'une indigestion le plaisir d'éprouver la solidité de ses dents. Mais je suis vaincue par mademoiselle Marguerite. C'est elle qui mange le plus et fournit le plus de croûte. Son nez respire pour sa bouche en travail et pousse un bourdonnement continu. Je l'entends, mais je la regarde comme si je voulais le voir. Parfois, elle essaie de rire. C'est un drame. Elle s'étrangle. Les bouchées remontent, ses joues s'enflent, ses lèvres s'ouvrent malgré ses efforts, et il en sort avec un pouffement, sur sa serviette déployée toute grande, un jet de choses blanches semblable à la râpure de cornes qu'on met dans les boules de verre pleines d'eau pour imiter la neige. 29. Mademoiselle Marguerite. Elle a le teint comme l'ont seul quelques jeunes filles très constipées, un teint qui prend au sang toute sa substance colorante, un teint d'une richesse qui inquiète, pas naturelle. C'est une jeune fille ordinaire, jolie ou laide à ses heures, insipide comme un garçon en robe. Elle a fait trop de pieds de nez avec son nez, un peu écrasé. Elle regarde tout, également intéressée, et on renfoncerait d'un coup de pouce ses yeux qui ressortent. Elle montre sa langue pour s'amuser, et dès qu'on l'en défie, avec la pointe de cette langue, elle se lèche le menton. Ah, ce n'est pas une demoiselle Mauprin. Quand elle court, la lourde natte de ses cheveux lui bat les épaules, ainsi qu'un harnais d'emprunt. Elle a dit à Madame Vernet, « Comme il est triste, ce monsieur, est-ce qu'il fait toujours sa tête-là » Madame Vernet, « Ma chérie, c'est un poète, et les poètes ne sont pas des petites filles. » En effet, je conserve l'attitude du poète auquel on en a mis dans l'aile. Blessé à mort peut-être. Marguerite, mais qu'est-ce qu'il fait ici, ce monsieur, avec nous? J'ai cru qu'elle allait demander, est-ce que c'est un parti? Madame Vernet, chut, il travaille, il rêve, il pense, il fait des vers. Ne le dérange pas. Marguerite se retire, songeuse, désappointée, comme quelqu'un qui prouve la place prise. Elle va jouer seule dans le jardin. Marguerite, donne-moi les traînes de ta barbe, mon oncle. Elle lui saute au cou, la tire, la courbe, l'entraîne, marche à genoux, ses forts mollets à l'air et roule dans l'herbe. Je vous l'avais dit, c'est une enfant. Elle est heureuse qu'elle s'amuse, elle a le temps de souffrir, dit Henri. Pauvre amie, dit Madame Vernet. Je rejoins Marguerite pour m'amuser aussi, moi, puisque mes soupirs ne servent qu'à m'essouffler. Mais je n'ai pas de chance. Marguerite cesse de jouer dès qu'elle m'aperçoit. Je pourrais aller faire mes vers plus loin. Monsieur Vernet remarque sa gêne et lui vient en aide. Ce qu'il dit peut se traduire ainsi. Ne crains rien, c'est un poète, mouton. J'ai fait le gros dos afin qu'il me caresse pour rassurer Marguerite. Aussi embarrassée qu'elle, j'ignore comment on s'y prend pour parler aux jeunes filles qui ne sont plus tout à fait des poupées et pas encore des femmes. Je ne sais que dire que des phrases sentencieuses sur la vie, ces lassitudes infinies, ces mornes désespoirs et le désaccord qui existe entre les faits de nos rêves. Si je parlais de ça à Marguerite, elle se sauverait, ou ses yeux lui sortiraient définitivement de la tête, comme le noyau d'un fruit qu'on presse. Henri, on est mieux ici qu'au couvent, hein, mademoiselle. Monsieur Vernet, mademoiselle, voulez-vous bien l'appeler Marguerite, tout court? Vous n'allez pas faire, je pense, des cérémonies avec une gamine de 16 ans.
Henri. Encore faut-il que mademoiselle me le permette. Marguerite. Oh, moi, ça m'est bien égal. Appelez-moi comme mon oncle, si vous voulez. Au même moment, elle lui fait une démonstration. C'est chez elle besoin d'exercice. Elle le prend par un bras et la force à tourner sur lui-même. Monsieur Vernet, déséquilibré, frappe du pied sur place, penche, perd son chapeau, sue tout de suite, crie « Veux-tu en finir? Qu'est-ce que c'est ?» Marguerite tourne, suivie de sa natte, comme d'une queue, sa robe vannant le sable de l'allée. Enfin, elle s'arrête. Monsieur Vernet ramasse son chapeau et la tête lourde fait effort pour s'immobiliser, retenir les choses qui continuent de tourner. « Est-elle gentille ?» dit-il. Sans répondre, je porte à mes lèvres mes 5 doigts, réunis en faisceau, et je les détache avec lenteur, ce qui signifie un vrai beurre. C'est ainsi que se termine ma lecture de ce soir. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous retrouve très vite sur D8 pour la suite du roman. À bientôt.